Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le professeur, cher Jacques Rupnik, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères étudiants, nous avons le grand honneur et la grande joie d'accueillir aujourd'hui à Sciences Po Monsieur le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković. Nous sommes très fiers, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez réussi à dérober quelques instants à un programme officiel assez chargé aujourd'hui, un programme très occupé des questions relatives à l'avenir de la planète. Quelques instants, disais-je, pour venir faire cette petite visite à Sciences Po. Vous aurez noté que nous n'avons pas ménagé nos efforts pour vous, Monsieur le Premier ministre, puisqu'il fait un très beau soleil aujourd'hui sur notre jardin du 27 rue Saint-Guillaume, qui marque la liesse de notre institution qui vous accueille. Votre parcours, Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas chercher à le résumer, ou plutôt à le décrire dans son détail, mais votre parcours intéresse particulièrement une institution comme la nôtre, parce qu'il mêle à la fois un cursus universitaire particulièrement brillant, mais aussi une carrière très réussie dans la haute fonction publique. Vous avez notamment occupé des responsabilités éminentes dans le monde de la diplomatie pour votre pays, la Croatie, et en particulier, vous avez été ministre conseiller dans cette même ville de Paris que vous connaissez bien, ce qui vous a donné l'occasion de vous rendre à Sciences Po, et pas seulement sur notre campus de Paris, déjà à plusieurs reprises par le passé. Et enfin, ce parcours est marqué par les succès politiques qui vous valent d'être aujourd'hui à la tête du gouvernement de la Croatie. C'est dire que votre cursus est assez emblématique de ce que nous cherchons à encourager nos étudiantes et nos étudiants à faire, un engagement au service de la collectivité et du public qui peut déboucher sur la prise de responsabilité dans le domaine politique. Vous le savez, je n'ai pas besoin de le souligner devant vous, ce sont les diplômés de Sciences Po qui confisquent la majorité des places dans les grands concours administratifs en France, qui peuplent largement le Parlement, le gouvernement et même l'Élysée, où vous aurez l'occasion de vous rendre tout à l'heure. Je me réjouis aussi tout particulièrement de cette rencontre avec vous aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, parce que, vous le savez, lorsque on évoque les Balkans, on est tenté de penser tout de suite à un adjectif, c'est complexe. La situation des Balkans est complexe pour celles et ceux dont je suis qui ne sont pas spécialistes de cette zone. Or, la vocation principale de notre établissement, telle que la devise de notre document d'orientation stratégique pour 2022 l'indiquait, c'est de comprendre le monde pour mieux le transformer. Et votre présence ici, aujourd'hui, va nous aider à comprendre un peu mieux la situation des Balkans, au travers, bien sûr, de la situation plus particulière de votre pays. Et il est vrai que, en la matière, nous le savons, les événements qui sont survenus dans la zone balkanique depuis la fin du bloc communiste ont été très nombreux, pour beaucoup très violents. Il est particulièrement intéressant pour nous de comprendre comment votre pays a pu se reconstruire à l'issue de la série des conflits qui ont marqué les années 1990, comment votre pays a conçu cette trajectoire qui lui a valu de rejoindre tout récemment l'Union européenne. Pour nous, Français, l'Union européenne est comme une sorte de seconde peau à laquelle nous sommes accoutumés depuis 60 ans, mais pour vous qui êtes le dernier État qui a rejoint cette collectivité de 28 États membres, 28 du moins jusqu'à ce que l'Angleterre, ou plutôt le Royaume-Uni nous quitte, pour vous, cette appartenance à l'Union européenne signifie tout autre chose. Et il nous sera particulièrement précieux d'entendre de votre bouche ce qu'elle représente pour votre pays et les projets que la Croatie entend mener de l'avant grâce à cette appartenance à l'Union européenne. Merci donc à nouveau, Monsieur le Premier ministre, de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. C'est à Jacques Rupnik qu'il reviendra tout à l'heure de mener la discussion entre vous et la salle, et je remercie beaucoup d'avoir accepté d'assumer ce rôle très important. Jacques Rupnik connaît intimement la zone des Balkans, et vous avez déjà eu, je crois, Monsieur le Premier ministre, l'occasion de débattre avec lui en d'autres lieux. Ce sont donc des retrouvailles pour vous deux qui se produisent aujourd'hui. À nouveau, merci infiniment d'être avec nous. Merci de vous adresser à ce public composé, comme vous le voyez, d'étudiants de notre école d'affaires publiques, singulièrement de notre master d'affaires européennes, mais également de hauts fonctionnaires des Balkans qui sont pour quelques jours en formation parmi nous, et un public plus large de personnes liées à Sciences Po et de Sciences Po qui étaient particulièrement intéressées à vous entendre ce matin. Bienvenue et je vous cède la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants de Sciences Po, chers amis, parce que je vois beaucoup d'amis ici aujourd'hui pour cette conférence. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps d'être avec nous ce matin. Je salue particulièrement Jacques Rupnik, avec lequel je crois la dernière fois qu'on s'est vu dans une conférence, c'était à Harvard il y a quelques années, dans ma autre capacité à l'époque d'un député au Parlement européen. D'abord, j'ai accepté cette invitation avec d'autant plus de plaisir que cela me donne l'opportunité de revenir sur le chemin très particulier de la Croatie vers l'Union européenne depuis notre indépendance, comme vous le savez bien, à 91-92. Vous savez que la Croatie, c'est un des pays qui est devenu indépendant dans le contexte de la chute du mur de Berlin, des grands changements tectoniques au continent européen, mais malheureusement pas d'une manière pacifique. Nous avons dû subir une agression à l'époque, à 91 jusqu'à 95, et notre chemin européen n'était ni si rapide, ni si simple comme pour beaucoup d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. La Croatie a dû faire face à de nombreux défis. Tout d'abord, assurer sa transition politique d'un système d'un parti unique vers la démocratie pluraliste, puis mettre en place les institutions de l'État et gagner sa reconnaissance internationale. Parallèlement, elle a dû assurer la défense dans un combat inégal et finalement restaurer son intégrité territoriale. C'est un processus qui nous a pris 7 ans jusqu'à janvier 1998. Bien que dévastée, la Croatie a mené sa transition vers une économie de marché et nous avons aussi assuré notre reconstruction physique, parce qu'après la guerre, il fallait investir beaucoup. Enfin, on a conduit des réformes structurelles qui ont permis à mon pays de devenir d'abord membre de l'OTAN en 2009 et après de l'Union européenne en 2013. Certes, notre chemin européen a été plus long et plus difficile, mais en fin de compte, il en a valu la peine. Concentrant 6 décennies de génie législatif européen, les 106 000 pages de réglementation européenne incorporées dans notre législation durant les négociations d'adhésion ont produit l'effet d'un formidable accélérateur de modernisation de notre pays sur tous les plans. Aujourd'hui, la Croatie participe à la création des politiques européennes et prend part aux discussions sur l'avenir de l'Europe. Notre poids sur la scène internationale s'est sensiblement accru. Nous tirons aussi profit des liens existants entre l'Union et les pays tiers avec lesquels nos relations étaient modestes, notamment en Asie et en Afrique. L'Union européenne constitue désormais pour la Croatie le cadre de référence de notre politique étrangère. En même temps, nous sommes conscients que nous pouvons apporter à l'Union notre expérience unique, en particulier en ce qui concerne la gestion des crises humanitaires, la transition démocratique et la reconstruction post-conflit, sans oublier notre connaissance approfondie de l'Europe du Sud-Est. Nous soutenons, parce que je sais qu'il y a pas mal de collègues de pays voisins de la Croatie, l'élargissement de l'Union européenne à tous les pays de l'Europe du Sud-Est, car la perspective de l'adhésion est aujourd'hui la seule qui puisse susciter les réformes nécessaires à la modernisation de cette région, à sa stabilisation et à son ancrage à l'Europe. En plus de notre soutien politique, nous avons mis à disposition des pays candidats notre expertise technique, des gens qui ont encore une expérience très récente et très utile pour les réformes que nos voisins mènent aujourd'hui. En particulier, nous avons apporté un fort soutien politique et technique à la candidature en février 2016 de la Bosnie-Herzégovine, notre voisin avec lequel nous avons les liens importants, historiques, et où les Croates sont un peuple constituant.
Nous soutenons aussi les efforts du Monténégro, de la Serbie, de l'Albanie, de la Macédoine et du Kosovo, bien que le prochain élargissement ne soit pas pour demain. Vous qui vivez en France, vous êtes bien conscients de l'atmosphère générale vis-à-vis de l'élargissement déjà pour quelques années, mais je crois qu'il faut, avec les réformes, avec une forte crédibilité de pays qui aiment bien aller plus rapidement vers l'Europe, qu'il faut peu à peu changer cette atmosphère qui existe aujourd'hui. Je voudrais dire que depuis notre adhésion en 2013, nous commençons à regagner le terrain perdu, notamment grâce aux fonds européens. L'Europe fait désormais partie de notre quotidien. Mes concitoyens peuvent dorénavant se rendre partout dans l'Union européenne sans passeport, y étudier et travailler. Ils peuvent téléphoner sans frais d'itinérance et les produits alimentaires bénéficient de normes de traçabilité européennes. Nos entreprises tirent profit du marché unique, cette fois plus grand que notre marché national, 100 fois plus grand que notre marché national, ce qui stimule nos exportations. Nos agriculteurs bénéficient d'importantes subventions européennes, ce qui allège le budget de l'État. Mais tous n'ont pas toujours conscience que rien de cela ne serait possible sans l'Union européenne. C'est pourquoi l'Union doit mieux communiquer sur les réalisations si nous voulons que nos citoyens soutiennent la poursuite de la construction européenne. C'est aussi notre responsabilité, à nous, comme hommes d'État, d'avoir le courage de rendre à l'Europe ce qui est à son crédit. Parallèlement, mon gouvernement a lancé un vaste programme de réformes économiques qui commence à porter leurs fruits. Nous avons aussi réduit les dépenses publiques, les impôts, les charges d'entreprise et le chômage, en particulier celui des jeunes. Nous avons eu en 2013 49% de chômage des jeunes, en 2017 26%. Alors le progrès est visible et tangible. Nous avons augmenté l'emploi, les salaires et les allocations, et aussi relancé l'économie. Nous avons engagé un vaste programme de simplification des procédures administratives pour améliorer le climat des affaires. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la croissance qui devrait atteindre 3,2% cette année. Nos exportations ont augmenté de 15%. Cette année, nous connaissons une saison touristique record, avec 18 millions de touristes et plus de 100 millions de nuitées. Notre inflation demeure faible, de l'ordre de 0,2%. Nous avons coupé le déficit budgétaire, passé de 3,4 à 0,6 en 2 ans. Saluons ces efforts. Bruxelles a mis fin, en juin dernier, à la procédure de déficit excessif pour la Croatie. Du même, après des années d'augmentation de la dette publique, qui était triplée en 15 ans, nous avons inversé la tendance. Alors qu'elle atteignait 87% du PIB il y a 2 ans, elle devrait cette année passer sous la barre de 80% et tomber à 70% d'ici 2020. Comme nous remplissons déjà les critères de convergence du Maastricht, nous venons de lancer une stratégie pour l'adoption de l'euro, pour être prêts d'ici 6 ou 7 ans. Nous espérons aussi être prêts à rejoindre l'espace Schengen en 2019. Enfin, notre objectif est également d'intégrer l'OCDE. J'étais hier avec le secrétaire général Angel Gurria, qui, bien sûr, l'OCDE, réunit les économies les plus prospères de la planète. Effectivement, c'est la dernière organisation où mon pays peut adhérer aujourd'hui. Ces efforts ont été validés par les 3 grandes agences de notation financière, qui ont amélioré de 2 crans la note souveraine de la Croatie. Néanmoins, il nous reste encore beaucoup d'efforts à accomplir. Cela passe notamment par la réforme de l'administration, la réforme de la justice, la modernisation de notre système de santé et de retraite et de notre système éducatif. Je dirais que ces 5 réformes structurelles sont essentielles pour
avancer avec la modernisation du pays. Alors, quel bilan tirer 4 ans après notre adhésion? D'abord, notre niveau de vie a augmenté, notre économie est relancée et notre attractivité pour les investissements s'est accrue. Nous avons gagné en visibilité sur le plan international, ce qui est en particulier notable sur le plan touristique, comme j'ai déjà dit. Ça se reflète dans les activités économiques, les activités culturelles. En tant qu'État, nous avons aussi transformé notre façon de travailler avec un réseau d'interlocuteurs bien plus vaste. Nous prenons une part bien plus active sur des grands dossiers européens et internationaux. Enfin, nous contribuons aux réflexions sur l'avenir de l'Union européenne, qui doit être plus forte et davantage en mesure de répondre aux nouveaux défis qui se posent à nous. Quand il s'agit des fonds européens, je dirais que le projet phare qui donnera la visibilité de cette perspective financière de 7 ans, c'est le pont de Pelješac. C'est le pont qui va lier les deux parties de la sud de la Croatie pour traverser un petit morceau de côte vers la ville de Neum en Bosnie-Herzégovine. C'est un projet qui est pour nous énormément important, qui donnera sans doute le sens et l'idée de la politique de cohésion et des fonds structurels et des investissements. Pour l'Europe, aujourd'hui, dans un contexte où, comme quelqu'un qui a le privilège d'assister au débat au niveau du Conseil européen, je dois dire que nous nous trouvons dans un processus où le Brexit sera toujours le downside du projet européen pour quelques années. Ça se sent. Ce n'est pas très sympathique d'être dans la salle dans le format de 28 et après une petite pause café, rester à 27. Ça ne donne pas vraiment un sentiment très sympathique. Moi, j'ai toujours dit que la décision de l'ex-premier ministre britannique Cameron, c'était une erreur majeure. C'était peut-être une tentation de régler un problème parmi les conservateurs au Royaume-Uni. Mais enfin, on a vu un lose pour le parti, on a vu un lose pour le Royaume-Uni et on verra sans doute un lose pour le projet européen. Et on ne sait pas encore quelles seront toutes les conséquences de cette sortie britannique, parce qu'il faut se rappeler qu'il s'agit d'un pays qui est pas seulement une grande puissance du point de vue de la défense militaire, que c'est un champion de libre-échange et que c'est un membre de l'Union qui a le siège permanent au Conseil de sécurité. L'Union, avec ou sans les Britanniques, ce n'est pas le même. Ça, c'est clair. Et je crois que personne aujourd'hui peut vraiment voir exactement toutes les conséquences qui seront là après cette retraite. En même temps, j'ai vu le discours du président de la Commission Juncker, l'état de l'Union en septembre 2017, comme une certaine point de référence de cette Commission Juncker. C'est tout ce qu'il a voulu faire dans le contexte de projets législatifs, dans les réformes, mais aussi de l'aspect politique. Madame May a pratiquement eu un discours de testament britannique à l'Europe à Florence, et le président français Macron a eu un grand discours ici à Sorbonne, à Paris, pour inciter un peu de l'ambition, de l'enthousiasme et de réinvigorer le projet européen. Et quand vous regardez cette carte, il faut bien sûr tenir compte de la situation en Allemagne, où chancelier Merkel a gagné le 4e mandat, mais pas sans conséquences, parce que la vague populiste qui se déroule en Europe déjà pour quelques années a eu comme conséquence que Alternative für Deutschland a monté de 0 député jusqu'à 92. De 0 à 92, quand même, ça se voit et ça se sent. C'est un défi
pour moi, comme un dirigeant et un leader de parti de mainstream, comme un des premiers défis. Comment se battre contre les tendances populistes au niveau européen? C'est un peu l'ambition de ma famille politique, c'est le Parti populaire européen. Et c'est comme ça que j'ai gagné les élections en Croatie il y a 1 an et 4 mois. Disons toujours qu'il faut renforcer la crédibilité des institutions, qu'il faut renforcer la crédibilité des partis politiques et redonner la confiance aux institutions et aux hommes et femmes politiques. C'est dans ce contexte-là que je vois que cette coopération entre France et Allemagne, notamment sans le Royaume-Uni dans notre projet européen maintenant, devra jouer un rôle majeur pour renforcer le projet, pour augmenter l'attractivité de notre modèle, y compris le modèle social, mais aussi le modèle de l'économie numérique. Je vois que, par exemple, nos amis en Estonie ont trouvé une belle niche dans ce contexte-là et on voit que le numérique, s'il s'agit de la société, de l'administration ou de business, a vraiment avancé. Et je vois que les pays qui ne sont pas grands du point de vue de la taille, mais qui sont ambitieux et qui peuvent reconnaître les grandes tendances globales, peuvent trouver leur place juste au sein de notre famille européenne. Pour la Croatie, comme j'ai déjà dit, il y a une ambition que toutes les réformes au niveau européen ne trouvent pas de nouvelles divisions. C'est-à-dire que, comme on dit toujours que Commission et Juncker, ils sont là pour sauvegarder les traités. Moi, je trouve que Donald Tusk, en tant que président du Conseil européen, il a la tâche de sauvegarder le format. C'est très important pour les pays qui ne sont pas les grands 4, 5 ou 6. Et c'est pour ça que la Croatie a voulu montrer que pas seulement joindre Schengen et zone euro comme les priorités, les 2 grandes pistes de notre réforme européenne, mais aussi de participer dans la coopération structurée dans le domaine de la sécurité et de la politique de défense, le PESCO, comme on l'appelle, qui était adopté cette semaine à Bruxelles. C'est comme ça qu'on montre que notre vision et ambition de l'Europe, c'est être parmi les pays qui sont, je dirais, avant-garde ou plus intégrés que les autres. Et dans ce contexte-là, je vois les défis dans les 18 mois prochains, qui sont avant les prochaines élections pour le Parlement européen, où on va de nouveau augmenter le débat sur l'Europe, sur le caractère du projet européen, tenant compte des tendances globales, tenant compte du populisme et les tendances populistes, mais aussi essayer de refonder leur Europe comme il était envisagé par nos pères fondateurs il y a presque 70 ans. La Croatie, dans ce contexte, je crois, c'est un pays qui un peu donne l'air de la Méditerranée, de l'Adriatique, de tout ce que nous avons avec notre riche histoire et notre héritage, mais aussi un pays qui a utilisé le processus de l'élargissement et de l'adhésion vraiment comme un outil pour transformer notre société. Je crois qu'on n'a pas vraiment complété ce processus. Il y a toujours des défis, il y a toujours des éléments pour corriger, comme le climat d'investissement, comme la crédibilité de notre système judiciaire, comme la confiance pour les investisseurs, ou un système d'impôt qui est prévisible et crédible pour un long temps pour tout le monde qui aime bien travailler et vivre en Croatie. Mais en tout cas, nous sommes un pays orienté très pro-européen, un gouvernement très pro-européen à ce moment-là, et nous aimerions bien que les initiatives comme aujourd'hui, qui est le One Planet Summit, organisé par la France et aussi des autres importants acteurs et organisations internationales, peuvent donner des pistes pour les solutions des grands défis globaux et européens. Merci beaucoup.